Bonjour à toutes et tous, je crois que tout le monde est arrivé parmi nous. Bienvenue à cette webconférence sur l'accès aux grandes écoles et au mentorat. Je suis Émilie Pigeon, moi je suis chargée de mission cohésion sociale pour le Centre de ressources politiques de la ville de Bretagne et Pays de la Loire, qui est Réseauville. Je reviendrai un petit peu plus en détail après sur ce qu'on fait exactement, en large. Mais pour le moment, j'ai passé la parole à Violaine Guinet de la région Bretagne pour introduire le chantier breton et la thématique en particulier. Je te laisse la main, Violaine. Merci beaucoup. Je vais introduire très rapidement ce webinaire par un élément de contexte en fait, sur le plan breton de mobilisation pour les jeunesses. Donc, je m'appelle Violaine Guinet, je travaille pour la région Bretagne où je suis en charge de la politique jeunesse. Et dans ce cadre, j'ai notamment la responsabilité, en lien étroit avec l'État, de la DRAGES, au niveau de l'État, de la co-animation de la dynamique de plan breton de mobilisation pour les jeunesses. Donc, le plan breton de mobilisation pour les jeunesses, c'est ce document que vous voyez tout brouillé derrière l'écran, mais pour lequel je vous ai mis le lien dans la discussion. Et c'est un document qui est issu d'une loi qui est la loi égalité-citoyenneté, qui est une loi qui a été votée en 2017. Et une loi qui dit deux choses par rapport aux politiques de jeunesse. Elle demande d'une part aux régions de devenir chefs de file en matière de politique jeunesse, et elle demande également que soit installé en région un dialogue entre l'ensemble des acteurs de jeunesse, dialogue dont les objectifs sont de favoriser la lisibilité et la cohérence des actions des uns et des autres, et de faciliter la participation des jeunes à la construction des politiques publiques. Suite à cette loi, pendant 3 ans en Bretagne, entre 2018 et 2020, les acteurs de jeunesse se sont réunis à l'échelle régionale pour travailler sur la dynamique collective qu'ils souhaitaient mettre en œuvre. Et ils ont identifié, à l'occasion de ces travaux, 16 thématiques de travail que vous pouvez retrouver donc, dans le plan breton de mobilisation pour les jeunesses, qui prennent aujourd'hui la forme de 16 chantiers autour desquels se retrouvent les acteurs de jeunesse du territoire intéressés par la thématique. Et c'est dans le cadre du chantier 12, qui s'intitule « Développer une approche territoriale différenciée afin de favoriser l'accès aux droits et aux services pour les jeunes en milieu rural et dans les quartiers politiques de la ville », que nous nous retrouvons aujourd'hui pour ce webinaire sur la thématique « L'accès aux grandes écoles, le mentorat, une question d'égalité ». Alors, j'en dis pas plus. Je vous laisse prendre connaissance du document, si ce n'est pas déjà votre Bible sur votre table de nuit, dans votre chambre. Et je laisse tout de suite la parole aux chevilles ouvrières de ce webinaire, donc les représentantes de Réseauville et du réseau rural régional. Bonjour, Marianne Paveuf. Pardon. Je travaille également à la région Bretagne et moi, je m'occupe du copilotage du réseau rural. Le réseau rural, c'est un outil prévu dans le cadre du FEADER qu'on co-organise État-région et qui nous permet de mettre en valeur des initiatives, de partager des pratiques, de partager des réflexions qui concernent la ruralité en général. Dans le cadre du réseau rural, nous avons beaucoup travaillé, notamment en 2017-2018, sur les questions de jeunesse. Et donc, c'est assez naturellement qu'on est entré dans la dynamique du plan breton de mobilisation pour les jeunesses, pour faciliter le chantier concernant les jeunes ruraux et les jeunes des quartiers. Parallèlement à cela, dans le cadre des travaux du réseau rural, on a aussi constaté que sur un certain nombre de sujets, il y avait des liens à tisser entre quartier et ruralité, parce que dans un certain nombre de cas, les enjeux, les problématiques peuvent être les mêmes, les enjeux d'éloignement au centre de décision et aux ressources. Donc, ce n'est ni la première ni la dernière fois que le réseau rural et Réseauville organisent un webinaire ensemble. Ce webinaire sur la question de l'accès aux grandes écoles est une première rencontre sur une réflexion qu'on commence à mener sur comment, indépendamment de d'autres critères de difficulté, on peut aller accompagner les jeunes ruraux et les jeunes des quartiers pour imaginer d'autres destins que ceux qui sont évidents et connus dans leur entourage, qu'il s'agisse de l'accès aux grandes écoles, qu'il s'agisse de l'accès à l'enseignement supérieur en général, ou de carrière ou de choix de vie assez atypiques. Voilà pour le cadrage général. Je vais laisser Émilie Pigeon de Réseauville
peut-être présenter plus précisément la rencontre de ce matin. Et puis, je vais vous mettre en lien les éléments qu'on a pu travailler sur jeunesse et ruralité en général, même si c'est un petit peu éloigné de notre sujet de ce matin. Merci Marianne. Je vais pas prendre trop longtemps dans ma prise de parole. Juste pour resituer un petit peu en effet les choses, donc Réseauville, c'est le centre de ressources politiques de la ville des régions Bretagne et Pays de la Loire. Pour celles et ceux qui ne savent pas réellement ce que nous faisons au quotidien, notre mission principale, elle est de mettre en réseau les acteurs et les professionnels qui travaillent sur les quartiers populaires, autrement appelés les quartiers prioritaires politiques de la ville. Et pour rappel et pour faire court, la politique de la ville a été créée afin de faire plus pour ceux qui ont moins, notamment dans ces quartiers dits prioritaires. En matière d'éducation et notamment d'accès aux grandes écoles et même d'accès à l'enseignement supérieur, puisque c'est là notre sujet du jour, on remarque qu'en effet, l'origine géographique, sociale et de genre restent des facteurs d'inégalité forts pour l'accès aux formations d'enseignement supérieur. Et donc, l'idée de cette séquence d'aujourd'hui, avec les différents intervenants qui sont présents avec nous aujourd'hui et que nous remercions d'être là, c'est de faire culture commune au sujet de l'accès aux grandes écoles et de faire de cet enjeu un enjeu partagé collectif et de comprendre également les leviers et les freins qui permettent à tous et tous l'accès aux formations, notamment les formations d'excellence. Alors après, peut-être qu'on reviendra sur ce terme, qu'est-ce que sont les formations d'excellence. Mais pour commencer à échanger autour de ce sujet, on a le plaisir d'accueillir Chantal Dardelais, qui est directrice du Centre Égalité, Diversité et Inclusion de l'ESSEC. Alors, je vous laisserai vous représenter avec vos autres missions, Chantal, pendant votre intervention. On vous remercie infiniment d'être avec nous aujourd'hui. Et juste pour peut-être remettre les règles, enfin le cadre de ce débat et de cette visioconférence, l'idée c'est que Chantal et les différents intervenants puissent présenter leur séquence en un quart d'heure, 20 minutes, et puis qu'à la suite de cela, on ait un temps d'échange et de questions. Donc, si vous avez des questions qui vous viennent en tête, n'hésitez pas à les écrire dans le chat qui est ouvert sur Zoom, et puis également à prendre la parole par la suite. Donc voilà, Chantal, je vous laisse la parole pour commencer ces échanges et peut-être nous faire un premier état des lieux de la situation nationale actuellement, un premier constat, et puis voilà comment on répond aux enjeux que cela pose. Très bien, merci pour cette introduction. Bonjour à tous et à toutes. Je suis donc Chantal Dardelais, comme vous le disiez, je dirige le CEDI, le Centre Égalité, Diversité et Inclusion de l'ESSEC, qui va fêter cette année ses 20 ans finalement d'engagement sur les questions d'égalité des chances. On va peut-être se mettre d'accord sur les mots aussi dans un instant, l'égalité des chances dans l'accès aux études supérieures et notamment aux filières les plus sélectives que sont les grandes écoles. Et puis, j'alimenterai aussi mes propos avec, j'allais dire maintenant, 17 ans de retour d'expérience d'animation du réseau national des grandes écoles engagé sur ces questions finalement d'égalité des chances, de diversité, etc., puisque j'anime le GOS, Groupe Ouverture Sociale de la Conférence des grandes écoles, depuis 2005. Au passage, le GOS est un réseau finalement d'acteurs, initialement les grandes écoles qui avaient envie justement de faire bouger les lignes là-dessus et d'accueillir finalement la diversité de notre société dans leur formation. La question étant le comment. Et ce réseau, donc initialement, initié par la CGE et initialement donc constitué de grandes écoles, s'est petit à petit élargi de beaucoup d'acteurs. Je pense qu'aujourd'hui, on a à peu près des représentants de toutes celles et ceux qui peuvent faire un peu bouger les lignes sur le sujet. Donc, les grandes écoles, les universités, les classes préparatoires aux grandes écoles, qui sont un maillon aussi dans la chaîne, mais aussi les rectorats, mais aussi l'ANCT, l'Agence nationale pour la cohésion des territoires, le milieu associatif. Enfin, petit à petit, on se retrouve tous là-dedans, une fois par mois, pour alors s'efforcer en permanence de bien comprendre ce qui se passe,
s'efforcer de témoigner et d'entendre les bonnes pratiques pour s'enrichir mutuellement, creuser, s'approprier des thématiques nouvelles. Et justement, l'année dernière, un des sujets, ça a été la question de la ruralité. Donc, je vous en parlerai peut-être aussi, parce que c'est un sujet qui démarre et on est loin d'avoir fait le tour de la question, etc. Bon, juste pour vous dire que si ce réseau vous intéresse, n'hésitez pas à revenir vers moi. C'est gratuit et c'est un lieu de débat et de personnes qui veulent vraiment, je pense, bouger les lignes. Alors, le sujet, c'est l'accès aux grandes écoles, on va dire. Alors, j'ai envie de poser tout de suite deux premières questions, puis de vous proposer un élément de réponse. D'abord, de quelles grandes écoles parlons-nous? Et puis après, pour quel public voulons-nous finalement les rendre accessibles? Alors, de quelles grandes écoles parlons-nous? Moi, je vais parler au nom de la Conférence des grandes écoles, qui rassemble aujourd'hui sensiblement 220, 230 grandes écoles sur l'ensemble du territoire national. École d'ingénieurs, école de management, école d'agriculture, d'agronomie, de veto, de sciences politiques, de fonction publique, etc., etc. Donc, une grande diversité thématique, une grande diversité, je le disais, de répartition géographique, même si un certain nombre d'entre elles sont en région parisienne, mais c'est loin d'être le cas. Elles couvrent, je pense, l'ensemble du territoire national. Une grande diversité aussi de modes de recrutement et j'allais dire de sélectivité. Vous avez, dès votre introduction, proposé utiliser le mot d'excellence. Moi, c'est un terme que j'interroge beaucoup parce que je ne sais pas très bien ce que c'est que l'excellence en fait. Je vois ce que c'est que la sélectivité. C'est plus ou moins facile d'entrer ici ou d'entrer là. L'excellence, j'aime bien la décliner en relatif. C'est celle qui permettra à chaque jeune finalement d'être à la bonne place, de trouver une formation qui correspond à ses attentes, qui correspond globalement à ce qui lui permettra d'exploiter pleinement son potentiel. Et ça, pour moi, c'est ça l'excellence. Alors après, ce n'est pas incompatible avec d'autres dimensions de l'excellence qui sont pour le coup communes à l'ensemble des grandes écoles du réseau de la Conférence des grandes écoles, qui sont des gages d'insertion professionnelle. Et ça, c'est quand même pas rien de se dire si j'entre dans ce type de formation, statistiquement, preuve à l'appui, j'ai 90, 95, suivant le cas bien sûr, % de chances de trouver un emploi dans de bonnes conditions, dans un temps limité. Ça, je pense qu'on peut considérer que c'est une autre forme entre guillemets d'excellence. C'est celle en tout cas qui rassure les jeunes, les familles et autres. Et la raison en est tout simplement que les grandes écoles ont comme particularité d'être très articulées avec le monde professionnel, donc elles évoluent aussi globalement en fonction des attentes des mondes professionnels, dans les deux sens d'ailleurs, parce qu'elles encouragent aussi finalement des évolutions du monde professionnel. On aura peut-être l'occasion sur nos sujets diversité et inclusion de voir aussi en quoi on peut titiller le monde professionnel pour, par exemple, typiquement sur des sujets comme la diversité et l'inclusion, les faire avancer également. Donc, bon, la diversité des grandes écoles, c'est tout ça. Sincèrement, souvent, quand on parle de difficultés d'accès aux grandes écoles, en réalité, on parle du top 10 des grandes écoles. On parle des écoles les plus sélectives. On va parler des écoles, donc le top 10 étant, donc, par exemple, pour les écoles de management, les 10 premières sur les 33 ou 35 écoles officiellement reconnues, labellisées par l'État, un partie prenante de la CGE. Idem sur les écoles d'ingénieurs où il y a une énorme diversité. Souvent, en réalité, on parle des écoles les plus sélectives. Mais je pense que c'est intéressant de rappeler qu'il y a cette diversité-là, parce qu'aujourd'hui, comment dire, j'allais dire, il me semble qu'il y a des grandes écoles qui peuvent correspondre à un bon nombre de profils et dont la plupart sont accessibles. Pour quel public ensuite? Historiquement, la CGE, donc depuis le début des années 2000 quand elle s'est intéressée à ces sujets, est partie des questions de politique de la ville qu'Émilie a redéfinies dans son introduction. Donc ces quartiers dits sensibles qui bénéficient d'une image souvent très négative, souvent intériorisée par les personnes qui y habitent et les jeunes en premier lieu, et qui font que dans ces quartiers, bon nombre de jeunes sont très très loin finalement d'aller au plus loin de leur capacité et de choisir des formations qui leur conviennent, pour toute une série de raisons. Et la première activité des grandes écoles et de la Conférence des grandes écoles et du GOS dont je vous parlais précédemment a été de regarder qu'est-ce qui se passe, pourquoi finalement, voilà. Alors, il se trouve que, à titre personnel, j'ai été élu local en politique de la ville et c'est ce qui m'a amené à travailler sur ces sujets à l'ESSEC et pour la Conférence des grandes écoles. Et on ne met pas très longtemps à voir le gâchis de talent des quartiers. Je pense qu'il est peut-être du même ordre dans d'autres territoires, mais ça, on en parlera. Et quand on regarde ce qui se passe, c'est toute une série de facteurs qui expliquent tout ça. Parfois, les jeunes des quartiers ont un peu le sentiment qu'ils vivent dans un monde parallèle, parce que l'autre monde, le vrai, ne voudrait pas d'eux, ou parce qu'eux-mêmes ne se sentent pas légitimes à y postuler, etc., etc. Donc, au fil des années, on a beaucoup travaillé sur tous les axes de blocage, en quelque sorte, ou d'éloignement de ces deux univers. Et il y a des choses qui relèvent des individus eux-mêmes, aider les jeunes à avoir confiance en eux. Franchement, ils ont souvent une image extrêmement dévalorisée d'eux-mêmes. Il faut leur dire, mais attends, pourquoi pas toi? Et c'est d'ailleurs le nom que notre premier programme d'égalité des chances a eu. Une grande école, pourquoi pas moi? L'objectif étant de dire à chaque jeune, mais franchement,
tu es dans un quartier, tu es dans un territoire, quel qu'il soit, tu as des talents, lesquels sont-ils? Et autorise-toi à envisager le champ des possibles. On se dit que le jour où on envisage une grande école, on envisage à peu près tout, hein, puisque c'est souvent le type de formation qui est jugé le plus inaccessible. Donc il y a bien des questions de confiance en soi, d'encouragement, de confiance aussi dans l'avenir et dans les autres, hein. Donc pour le dire autrement, c'est aussi développer le sentiment de légitimité à postuler là-dedans, où on parle aussi parfois de lutter contre le phénomène d'autocensure. J'aime pas trop tous ces éléments-là parce que c'est souvent plus subtil que il suffit d'oser, il suffit d'eux, hein. C'est toujours une histoire de rencontre, mais on sent qu'il se joue des choses à l'intersection de tous ces éléments-là. Et c'est une première fois. C'est un premier champ. Le deuxième champ, c'est la connaissance du champ des possibles. Alors, il se trouve que nous, on est à Cergy-Pontoise, dans le Val d'Oise, territoire qui est assez garni en termes de QPV. Et j'ai été frappée de voir, notamment au début des années 2000, à Cergy-Pontoise même, il y avait plein de personnes qui ne connaissaient pas l'existence de l'ESSEC, par exemple, alors qu'il y a des étudiants qui viennent du bout du monde en rêvant d'intégrer une école comme ça. On voit aussi les paradoxes. Ça, c'est un deuxième champ sur lequel il faut travailler, c'est travailler la connaissance du champ des possibles. On ne peut aller que vers ce que l'on connaît. Et dans bon nombre de milieux populaires au sens large, a fortiori en QPV, la projection que l'on a dans l'enseignement supérieur, quand on ose s'y projeter, c'est souvent le BTS, la fac, et on n'a absolument rien contre le BTS et la fac si ça correspond vraiment au projet. Mais c'est bien quand on choisit le BTS et la fac dans un champ des possibles. Et donc, c'est pour ça qu'il faut porter vraiment la connaissance de chacun ces enjeux-là. Qu'est-ce qu'il y a comme? Donc, je vous parlais de l'enjeu de l'information sur la connaissance du champ des possibles. Quand on a cette connaissance, il y a encore le maillon suivant, hein, qui est, on entre un peu plus finement. Je sais que ça existe. Est-ce que c'est pour moi? Il faut développer l'idée. Comment on y accède? Comment je vais financer ça? Mais si c'est loin, c'est la relation à la mobilité, elle n'est pas si évidente pour tout le monde, hein. Et parfois, on peut comprendre que quand on est dans un coin très sympa en province, qu'on n'ait pas forcément envie d'aller s'enfermer en région parisienne, il y a du véhicule là derrière aussi. Voilà, donc il y a beaucoup d'éléments en réalité qui interviennent. Et c'est intéressant d'avoir tout ce panel d'éléments-là, parce que ce ne sont pas les mêmes leviers qu'il faudra actionner pour tel ou tel jeune. Voilà, donc je pense que là, on a dit l'essentiel du champ des possibles. Alors, si je reviens maintenant aux actions qui ont concrètement été menées. Si on se dit que globalement, l'enjeu, finalement, c'est l'égalité des chances que l'on définit, nous, comme étant permettre à chaque jeune de trouver sa voie, savoir ce qu'il veut faire de sa vie et lui permettre d'aller au plus loin de son potentiel. Parce qu'en sous-régime, on est frustré. En sous-régime, ce n'est pas génial non plus. Donc, comment on trouve la juste place là-dedans? C'est comme ça qu'on a défini l'égalité des chances à la conférence des grandes écoles. Je vous partage juste peut-être un petit schéma et qui n'a pas d'autre valeur que schéma, juste pour expliquer la complexité des choses et pourquoi il faut mettre en mouvement bon nombre d'acteurs. Et c'est super que je ne sais pas qui sont tous les intervenants autour de cette table, mais je pense que c'est vraiment une démarche collective où chacun fera un bout de la solution qui nous permettra d'avancer là-dessus. Je vous partage juste un petit schéma, si j'y arrive. Voilà. Voilà. Le schéma a pour objectif, voilà, c'est celui-ci. Attendez, je le mets en plein écran. Vous le voyez là? C'est bon? D'abord, on rappelle une statistique, hein, et sans aller trop loin dans les statistiques, c'est le Sénat qui, en 2020, après une énième étude sur le sujet, et on pourra en signer un catalogue long comme le bras, rappelle qu'un enfant d'ouvrier a 7 fois moins de chances qu'un enfant de cadre supérieur ou d'enseignant d'accéder à l'université, d'accéder à l'entrée dans le supérieur. Donc, 7 fois moins de chances pour un enfant d'ouvrier qu'un enfant de cadre. Et si ça, c'est pour entrer dans l'université, vous imaginez dans les grandes écoles qui sont la partie la plus sélective du supérieur. Bon, ça veut juste dire qu'effectivement, il y a du boulot. Et c'est important de remettre ça dans une vision globale. Donc, ce schéma se lit de la façon suivante, hein. Les petits carrés en gris représentent le pourcentage d'enfants de cadre supérieur, le carré en bleu, celui des enfants d'ouvriers. Je le redis, ce ne sont pas tant les chiffres dans l'absolu qui importent que le mouvement d'ensemble. Dans la population, plus d'enfants d'ouvriers que d'enfants de cadre supérieur. Et on se rend compte que plus on va de la gauche à droite, c'est-à-dire plus on avance dans le cursus scolaire, plus la proportion entre les enfants d'ouvriers et de cadres s'inverse. Ce qui fait qu'on va dire, en gros, au collège, seconde, à partir de la seconde, les enfants de cadre sup sont plus nombreux et ça va sans arrêter jusqu'aux grandes écoles qui vont se retrouver sur les deux ou trois parties les plus à droite. Concrètement, ce schéma veut dire il faut s'intéresser à la question. On peut pas se contenter d'agir à partir de l'enseignement supérieur lui-même. Il faut évidemment travailler en amont, d'où les enjeux de mentorat que vous allez indiquer ou les cordées de la réussite dont je vais vous parler. Donc ça, c'est un schéma simpliste ou en tout cas simple, mais sur lequel vous pourriez,
là, ce sont des statistiques très récentes de la DEP, de la Direction Évaluation et Prospective de l'Éducation nationale, qui reprennent formation par formation ce même ratio entre les enfants de cadre et les enfants d'ouvriers. Bon, voilà, inutile de dire qu'il n'y a pas franchement égalité des chances quand on voit tout ça. Mais ce n'est pas de la mauvaise volonté de l'enseignement supérieur, c'est tout un système, depuis la plus tendre enfance, en passant par l'encadrement des parents et mille et un sujets, qui fait qu'on ne crée pas les conditions d'égale réussite à toutes les familles, et c'est bien sûr ce sur quoi il faut que l'on travaille. Peut-être un dernier schéma là-dessus. Alors, pareil, hein, de quoi parlons-nous? On a parlé de cadre sup et on a parlé à l'autre bout d'ouvriers. Évidemment qu'il y a une grande diversité d'origine, hein, des enfants. Et c'est là qu'on voit que déjà entre le lycée général, première et terminale générale, la partie jaune, si je prends celle-là qui correspond à celle des cadres, vous voyez qu'elle est infiniment plus importante que dans la deuxième partie qui sont les bacs techno, et infiniment plus importante que dans les bacs pro, et qu'on a exactement le phénomène inverse en violet ici sur la partie qui concerne les ouvriers. Le rapport avec les études supérieures, c'est qu'il n'y a pas de mystère, on va plus facilement vers une grande école quand on a fait un bac général que quand on a fait un bac techno ou un bac pro, aussi excellent soit-il, c'est juste un fait. Et c'est là qu'on voit que beaucoup de choses se jouent en amont du bac et que donc la réponse à apporter doit se faire également avec l'amont du bac. J'arrête là mon partage d'écran. Et donc, je reviens sur ce qui s'est passé au niveau de la conférence des grandes écoles. Donc, dans le début des années 2000, plus précisément, c'était même en 2005, le président de la conférence des grandes écoles, après avoir vu des statistiques de l'ordre de celles que je vous présentais là, a dit oh, c'est pas jouable, on ne peut pas continuer comme ça. Aujourd'hui, on dit toujours on doit continuer d'avancer, et on met en avant deux raisons. La première raison, c'est que chaque jeune, évidemment, mérite de réussir. C'est pas on n'y est pour rien dans l'endroit, la géographie, le milieu social dans lequel on est. Donc, chaque jeune mérite de réussir. C'est une question quelque part de justice sociale. Aujourd'hui, on reprendrait les enjeux d'ailleurs des objectifs de développement durable pour justifier qu'il faut vraiment prendre cette question à bras-le-corps. Et il y a un deuxième argument qui prend de plus en plus de poids, et je pense que c'est une bonne nouvelle pour nous. La deuxième, c'est que de plus en plus, les grandes écoles, d'une part, mais plus largement les entreprises, ont besoin de diversité, pour plein de raisons. Alors, c'est leur question de responsabilité sociale, bien sûr, mais l'autre, c'est des questions très, très pratico-pratiques qu'on a vu monter progressivement depuis 2010 et qui actuellement prennent un sacré coup d'accélérateur. Bon, la première, c'est dire qu'il faut qu'on conçoive des produits qui correspondent, des produits ou des services qui répondent aux besoins de chacun. Et pour ça, il faut que ceux qui le conçoivent soient à peu près l'image de nos futurs clients. Sinon, on a des décalages. Très bien. C'était une première raison. Et puis, il y a toute une série d'autres raisons qui sont arrivées, notamment, je ne sais pas si c'est vrai dans votre territoire, comme ici en région parisienne et en particulier sur le Val d'Oise, il y a une pénurie de talents qu'on n'a jamais vue. Les entreprises n'arrivent plus à recruter aujourd'hui, ce qui est comme paradoxal pour plein de raisons, notamment la fuite de la région parisienne vers la province, je pense que ça joue. Enfin, les entreprises n'arrivent pas à recruter et tout à coup, elles sont en train de se dire, mais après tout, on passe à côté de plein de talents. On embauche très peu de jeunes des quartiers en politique de la ville. Finalement, on est très enfermé en région parisienne. On n'a peut-être pas de sourcing élargi à des publics plus larges. Et puis après, vous pouvez étendre ça d'ailleurs aux questions d'égalité femmes-hommes, hein. On va avoir pour nos publics que l'on veut attirer vers les grandes écoles une aspiration aussi au titre de la recherche de diversité. Donc, on aime. Oh, j'ai l'impression qu'il y a un problème d'Internet. Ça marche? Je continue. Donc, pendant longtemps, on a actionné le levier d'égalité des chances, les valeurs morales, j'allais dire, les enjeux de justice sociale, même s'il faut faire attention aux mots. Aujourd'hui, il se trouve que c'est doublé d'une conscience que la diversité est un besoin des entreprises. Moi, je pense qu'en plus, dans nos périodes où on a des sacrés défis sociaux et environnementaux, je pense que la diversité est aussi une solution. On n'inventera pas le monde de demain avec les mêmes personnes qu'hier. Donc, je pense qu'on a un boulevard justement pour travailler la diversification des étudiants dans les formations, notamment les formations de cadre, finalement, hein, ceux qui seront aux manettes demain. Et donc, on peut coupler les deux. L'avantage, c'est que ça me permet de mettre en mouvement sans aller dans de l'idéologie, mais en allant aussi dans du pragmatisme pour les entreprises. Je vais accélérer peut-être et puis je m'arrêterai là pour surtout écouter vos questions. Je vais vous raconter du coup en 20 ans et en accéléré ce qui s'est passé du côté des grandes écoles en lien avec l'ensemble des acteurs, puisque comme je le disais, le groupe Ouverture Sociale rassemble beaucoup d'acteurs et c'est pour ça qu'on va aller plus vite, parce qu'en permanence, on entend finalement les idées, les attentes, les besoins, les réactions, les retours de toutes les parties prenantes et on construit finalement tout ça ensemble. Alors, je vais vous partager du coup une deuxième et dernière image.
Je reviens sur mon petit PowerPoint et voilà, si elle veut bien venir. Voilà, je vais vous partager cet élément-là qui est inspiré de l'ESSEC parce que moi, j'ai la chance d'avoir un service avec 15 personnes au taquet, extrêmement engagées. Puis mon école étant une association de loi de 1901, donc, par définition avec l'intérêt général assez chevillé au corps, je pense qu'on a pu lancer des dynamiques peut-être plus rapidement qu'ailleurs. Et via le GOS, on essaie évidemment de les partager et de les enrichir avec tout le monde. Ce qu'on voit dans j'espère que vous voyez ce schéma, mais je vous le décris de la façon suivante. Le premier type d'action, celles qui ont été enclenchées au début des années 2000, puis amplifiées en 2005 via la CGE, puis amplifiées en 2008 avec la création des cordées de la réussite, c'est ce premier levier ici, c'est-à-dire tout ce que l'on fait en amont des études supérieures. Autrement dit, en nous adressant à des collégiens, et on est rarement allé avant le collège, on s'adresse aux collégiens et aux lycéens sur ces questions d'égalité des chances, c'est-à-dire pour leur dire via du tutorat, via du mentorat, via d'autres façons pour leur dire, mais une grande école, pourquoi pas toi? Mais aussi d'ailleurs des études de médecine, pourquoi pas toi? Des études de droit, pourquoi pas toi? Donc le pourquoi pas toi avec un accompagnement qui permet de développer un capital, on va dire, socio-culturel complémentaire au capital scolaire pour oser faire des études supérieures et pour être outillé pour y réussir. Parce que l'école et l'acquisition de bases solides dans les différentes disciplines, c'est évidemment indispensable, mais d'expérience, on voit que c'est nécessaire sans être suffisant. Si on a ce bagage-là, mais qu'on n'a pas la confiance en soi, qu'on n'a pas l'information, qu'on n'a pas le sentiment de légitimité pour poster, qu'on ne sait pas comment on postule, qu'on ne sait pas comment on finance, franchement, on en reste à la case départ. Donc, c'est pour ça qu'on a développé, via les cordées de la réussite, ce deuxième capital qui fait que la somme des deux a vocation, et des études ont prouvé que ça marche, a vocation à réduire les inégalités et donc à massifier finalement l'accès aux grandes écoles pour les publics de milieux populaires. Donc ça s'est fait et ça se continue à se déployer. Ce sont les cordées de la réussite. Nous, pour ce qui est de notre premier programme de tutorat étudiant qu'on avait mis en place en 2002-2003, il a été sémé vers une centaine de grandes écoles et d'universités. Il continue à faire son bonhomme de chemin. On a notamment d'ailleurs à l'ESSEC un dispositif d'égalité des chances, donc de cette nature-là, qui s'appelle Trouve ta voie et qui peut être déployé sur tous les territoires, par exemple. Bon, si ce genre de solution vous intéresse, on pourra en reparler. Donc ça, on a fait ça. Ça a eu pour conséquence de massifier, effectivement, d'augmenter significativement le nombre de candidats à l'entrée des grandes écoles. Et là, on s'est rendu compte qu'il y avait encore un problème, c'est qu'en fait, pour plein de raisons, ils n'arrivaient pas forcément à passer les épreuves d'entrée, les concours qui finalement rebelotent, s'appuient sur du scolaire, mais aussi un certain nombre d'autres éléments. Et donc là, on a eu beaucoup d'actions visant à re-questionner nos modes de recrutement à l'ESSEC et ailleurs, pour augmenter cette diversité sociale et territoriale, j'y reviendrai au sens QPV et au sens territoires ruraux, de nos étudiants. Concrètement, ça a été développer les admissions sur titre, développer les voies en apprentissage, en alternance, parce que ça rassure. Nous, chez nous, par exemple, 30% de nos étudiants font leurs études en alternance, ce qui, pour les milieux populaires, est très rassurant puisqu'on travaille déjà. Accessoirement, leurs études sont gratuites et ils sont rémunérés pendant les études. C'est le principe d'alternance dans nos écoles, ce qui fait quand même pas mal la différence par rapport à un bon nombre d'obstacles ou d'appréhensions étudiées précédemment. Donc, ce maillon recrutement continue de changer. À l'ESSEC, on a fait évoluer encore nos critères l'année dernière. On a aussi formé différemment les jurys. Enfin, tout ce qui était susceptible de faire obstacle finalement à une juste évaluation de l'ensemble des candidats, y compris ceux avec des profils peut-être différents, des profils plus traditionnels. Donc ça, on a avancé. Et puis, on s'est rendu compte qu'on tombait sur l'obstacle suivant, ce qui nous a fait développer le point 3, qui est de dire quand ces nouveaux étudiants, qui n'arrivent pas en masse souvent, quand on accueille un jeune issu de Corrèze ou un jeune issu de là, franchement, par rapport aux masses d'étudiants venant de certaines prépas ou autres, ce n'est pas si facile. Donc, on a mis en place un accompagnement permettant une réelle inclusion de tous les nouveaux étudiants. Ça veut dire concrètement traiter les questions de financement des études pour chacun, mais aussi rompre un sentiment de solitude ou d'impression de ne pas être comme les autres, donc de permettre en tout cas un vrai accueil et un accueil finalement dans la singularité ou dans les spécificités de chacun pour qu'ils prennent bien leur place. Ce point 3-là, c'est accompagné en fait du point 4, qui est de dire on doit accompagner les nouveaux venus, mais il faut aussi qu'on change le regard de toute la communauté de l'école, dont les étudiants classiques, sur finalement la richesse que constituent ces nouveaux venants pour que justement l'école soit vraiment une école inclusive finalement et forte de toutes ces diversités, sachant qu'il y a aussi la diversité internationale qui fait partie du voyage. Et pour ce point 4, j'aurai peut-être l'occasion d'en parler, mais on a développé par exemple un outil qui s'appelle la fresque de la diversité,
inspirée de la fresque du climat que vous connaissez peut-être. Et cette fresque de la diversité, je vais en avoir une ici d'ailleurs, bon, c'est donc un jeu de cartes, hein, vous le savez, qui permet à chacun de se rendre compte de la puissance et de la force de la diversité. Donc, des bonnes raisons pour lesquelles il faut qu'on travaille ces questions d'égalité des chances, de lutte contre toute forme de discrimination ou d'inégalité, ou en tout cas prendre conscience de tous les leviers à actionner pour que demain, on soit vraiment riche de tous ces talents. Donc ça, c'est aussi important. Ça concerne évidemment les étudiants et le staff. Voilà. Et puis, le point 5, c'était de dire ce qui marche bien dans une école via le GOS, par exemple, ou via les cordées de la réussite, faisons en sorte de faire évoluer un maximum de structures pour qu'on soit petit à petit tous dans cette logique d'ouverture, d'égalité, de richesse que permet la diversité. Cette année, d'ailleurs, au niveau du GOS, on va peut-être ajouter un autre point là, à droite de la transformation du regard, c'est l'insertion professionnelle et c'est le prochain maillon auquel nous allons nous attaquer. Voilà, j'ai fermé Je vais peut-être m'arrêter là, mais ce que je veux dire, c'est que s'il y a un des messages à retenir là-dedans, ça fait 20 ans que les grandes écoles voudraient accueillir la diversité en gardant bien sûr leur spécificité, en faisant le constat qu'elles arrivent en bout de course du système de formation et donc pas facile finalement de remonter la chaîne jusqu'en amont, mais avec la conviction, que c'est vraiment la voie d'avenir, que de travailler à faire en sorte que la diversité des profils qui constituent la richesse de notre société se mélangent et viennent additionner finalement leur vision et leur potentiel. Il n'y a pas de baguette magique pour y arriver, mais petit à petit, on se dote de toute une série de leviers. Je n'ai pas détaillé les actions précises qu'il y a derrière chacun de ces leviers, mais si ça vous intéresse, je pourrais évidemment les détailler. Je m'arrête là, j'ai peut-être déjà trop parlé. Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à… C'était très clair. Merci Chantal. Alors moi j'ai des questions, mais je ne sais pas si les participants souhaitent en poser. Moi, alors je vais commencer parce que peut-être que c'est la première question qui est jamais facile à poser. Chantal, vous disiez que justement ce qui était important pour cet accès-là, c'était aussi d'ouvrir le champ des possibles tôt dans le cursus scolaire des jeunes. D'un point de vue plus local et territorial, comment est-ce que justement on peut ouvrir ce champ des possibles avec les acteurs qui travaillent autour de l'orientation, autour du fait de faire connaître ces enseignements-là, qu'ils sont accessibles, qu'ils existent, quels sont les appuis au niveau local? Oui. Je vais les faire peut-être à partir d'un exemple concret, puisqu'on a travaillé avec, puis je vois que le maillon régional est important dans l'assemblée qui nous rassemble ici. Je vais vous partager ce qu'on a fait finalement avec d'autres régions, notamment l'Occitanie par exemple. Et je prends ma casquette ESSEC. Si ce n'est pas le type d'outil qui vous intéresse, on en trouvera d'autres bien sûr. Je vous parlais tout à l'heure du dispositif Trouve ta voie. Alors je sors en même temps, voilà. Peut-être qu'avant ça, je vais démarrer par les programmes de tutorat étudiant, parce que ce sont ceux sur la base desquels on a tout construit, puisque dans une proximité avec les familles, avec les établissements scolaires, avec les collégiens, avec les lycéens, on a semaine après semaine et via du tutorat étudiant, mieux compris les attentes, mieux compris les besoins, mieux compris comment on pouvait petit à petit infléchir leur vision d'avenir pour l'élargir, lever des appréhensions, lever des peurs, lutter contre des stéréotypes vis-à-vis de l'extérieur comme vis-à-vis d'eux-mêmes, etc., etc. Donc ça a été quelque part notre laboratoire d'une certaine façon qui a permis une compréhension fine de ce qu'il fallait faire. Et quand on a fait ça pendant un certain nombre d'années, quand ça a été essaimé, on s'est rendu compte que finalement, au bout d'un moment, on arrivait un peu à saturation de ce système-là, puisque le tutorat nécessite une proximité géographique assez immédiate pour se rencontrer tous les mercredis après-midi, tuteur, tutoré, donc nos étudiants et les collégiens et les lycéens. Mais ce n'est pas si simple, parce qu'il y a des territoires qui n'ont pas forcément une école à une distance raisonnable. Et donc, c'est la raison pour laquelle alors, il y a le Covid qui est passé par là-bas aussi, mais juste avant le Covid, on avait commencé à regarder comment on pouvait, via le numérique, finalement aller partout. C'est-à-dire faire en sorte qu'au lieu que la rencontre se passe en présentiel, elle se fasse via du numérique. Pardon. Et donc, c'est dans ce cadre-là qu'on a mis en place ce dispositif ici. Et je vous laisserai peut-être plusieurs documents qui, sous forme de toute une série de petites vidéos de quelques minutes, reprend ce qu'on a répertorié comme étant une centaine de thématiques abordées dans le tutorat.
Je vous parlais de la confiance en soi, mais je vous parle de la confiance en l'avenir, la relation avec les parents, le financement, les études, hein, les 1001 compétences transversales finalement qu'il faut développer, l'esprit critique, la curiosité, la capacité à se présenter, enfin 1001 sujets. Bon, et donc on a pour chacun de ces sujets que l'on a identifié en interviewant les milliers d'anciens bénéficiaires, hein. Qu'est-ce qui, à un moment, t'avait dire: «Mais pourquoi pas moi?» Qu'est-ce qui voilà, et la bonne nouvelle, c'est qu'ils se sont tous à un moment ou à un autre dit: «Pourquoi pas moi?» La mauvaise nouvelle, c'est que c'est pas la même chose qui les a mis en mouvement. Ça veut dire qu'en fait, en fonction de là où ils en sont, il faut actionner tous ces leviers qu'on a repris là-dedans. Et ces petites vidéos sont accompagnées d'une sorte de guide d'animation et en fait, sont utilisées désormais dans les établissements scolaires. On passe des partenariats dans le cadre de conventions régionales, à la fois avec les rectorats et avec les régions administratives. On passe des conventions avec des régions et les rectorats pour que tous les établissements qui le souhaitent, finalement, deviennent partenaires de l'ESSEC via ce dispositif. Quelque part, dispositif dans lequel les profs eux-mêmes deviennent les tuteurs, c'est-à-dire dans le cadre des heures de vie de classe, dans le cadre d'un certain nombre d'aménagements horaires, finalement, ils ont l'occasion de devenir finalement ceux qui vont, permettre à chaque jeune de mieux se connaître. C'est essentiel dans l'orientation. Qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie? C'est pas si simple, hein, et dans les milieux favorisés, pour plein de raisons, on travaille ces petites choses-là, par le sport, par la culture, par une mille et une activités beaucoup plus complexes dans les territoires plus isolés ou dans les politiques de la ville. Mais se connaître, connaître le champ des possibles, faire des choix, décrocher sa place, anticiper les attendus du supérieur. On travaille en gros sur ces 5 leviers, mais qui finalement croisent tout ce que l'on a vu dans le tutorat et tout ça. Et pour chacun de ces leviers-là, pour le collège, puis année après année, par des capsules vidéo et par de l'aide aux enseignants et par de la formation aux enseignants que l'on fait d'ailleurs avec le rectorat, donc par les PAF, les plans académiques de formation, et bien petit à petit, c'est au sein même des établissements et des territoires qu'on crée ces dynamiques-là. Et aujourd'hui, on travaille avec 450 établissements scolaires. L'avantage de cette formule-là, c'est qu'on arrive à faire sauter les complexités liées à la distance. On abolit les distances en quelque sorte, mais on garde exactement le cœur du recteur qui est d'abord de prendre les jeunes là où ils en sont et petit à petit de lever les obstacles. Voilà. Donc c'est le genre de dispositif qui peut aider, bien sûr. Alors je précise à chaque fois que tout ça est gratuit, etc., parce qu'on est de l'ordre de l'intérêt général, financé par les cordées de la réussite, mais c'est pas c'est financé par les territoires, j'allais dire, mais il faut que ce soit gratuit pour les établissements scolaires, sinon on n'a aucune chance de développer ce genre de choses. Et aujourd'hui, on accompagne sensiblement 80 000 jeunes par ce biais-là, donc je pense qu'on a un vrai facteur d'échelle. Et on commence à les retrouver maintenant dans nos écoles, je parle de la nôtre ou ailleurs. Donc on sent que ça fait, finalement, c'est la notion de plafond de verre, hein, qu'on reporte, qu'on repousse par différents leviers. Bon, c'est un exemple de ce qui peut être fait. On peut en citer un autre, même si c'est très critiqué. Mine de rien, Parcoursup a quand même finalement structurellement sacrément facilité l'accès à l'information sur 1001 formations, accompagne aussi le choix de celle-ci, même si la réalité est qu'il y a plus de 13 000 ou 14 000 formations, donc par définition, ça ne se fait pas d'un coup de baguette magique, tout milieu social confondu, hein. Mais au moins, ça constitue aussi une sorte d'aide à l'orientation qui est loin d'être négligeable. Mais il faut un petit peu son permis de conduire là comme ailleurs. Je ne sais pas si ça répond à vos questions, si c'est ce genre d'éléments que vous pourriez chercher. Là aussi, je pourrais vous partager au but du gosse toute une série de registres. J'en profite pour dire que dans les documents que je vous partagerai, je vais peut-être vous le mettre aussi dans le chat, la CGE a ressorti l'année dernière une révision de son livre blanc de l'ouverture sociale et territoriale. C'est la première fois qu'on ajoute le et territorial des grandes écoles. On y retrouve tous les éléments d'analyse, les chiffres de où on en est, les types d'actions bien sûr, etc., les forces et faiblesses, une comparaison internationale aussi d'ailleurs. Je reviens sur le et territorial. Ce qui fait obstacle aujourd'hui à l'ouverture territoriale, mais même à l'ouverture sociale, c'est la question des indicateurs. Elle est très complexe en fait. Sur l'ouverture sociale, logiquement, il faudrait prendre les catégories socio-professionnelles, et on parlait bien tout à l'heure d'enfants d'ouvriers, d'enfants de cadres sup. Dans les faits, tout est déclaratif, sauf le côté boursier ou non boursier. Donc, c'est souvent le côté boursier du Crous qui est utilisé, qui est très, très loin d'être parfait. Donc, on peine sur ces indicateurs parce que tant qu'on n'a pas de bons indicateurs, on ne sait pas ce qu'on cherche, on ne sait pas où on en est, on ne sait pas où on va aller, c'est difficile de tracer le chemin. Mais bon,
Quand on est maintenant sur l'ouverture territoriale, c'est encore plus compliqué. Bon, c'est la notion de QPV. Alors, on peut le faire au vu du système SIG avec l'adresse, etc. Mais c'est raide comme la justice, c'est super compliqué à travailler, enfin à utiliser. Et pour les zones rurales, moi, je n'ai pas encore trouvé le bon indicateur. J'aimerais bien le trouver d'ailleurs. Et aujourd'hui, ça fait partie des choses. On veut plus de publics issus des territoires isolés. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Moi, je ne sais pas ce que ça veut dire. Et je pense que tant qu'on n'aura pas passé cette étape-là, de savoir les publics dont on voudrait justement qu'ils puissent élargir leur champ des possibles, je pense qu'on aura du mal à avancer. Je lance un avis au peuple, en passant, si vous avez des suggestions là-dessus, je suis vraiment preneur. Merci Chantal. Marianne, est-ce que tu avais une question pour Chantal par rapport à Réseau Rural ou... Non, j'acquiesçais sur c'est quoi le rural isolé, parce quand on commence à y travailler, alors en plus, moi je revendique que suivant le sujet abordé, un même territoire peut être rural ou pas rural, Je suis d'accord. suivant ce qu'on regarde. C'est tout à fait légitime de dire que Pontivy est une ville et tout à fait légitime de dire que Pontivy est rural, suivant le sujet auquel on s'attelle. Et justement, on voit que quand on commence à regarder, par exemple, les cartographies de ruralité, ça nous fait exclure des lycées ruraux, les lycées de Centre-Bretagne, parce qu'il y a une zone urbaine. Et en même temps, on est typiquement sur du rural isolé au regard de l'accès à l'enseignement supérieur. Donc, je n'apporte pas de réponse. Je contribue à la difficulté de trouver le bon angle pour sélectionner les territoires cibles d'une telle action. Je vous donne un autre exemple. On a travaillé aussi sur l'outre-mer. Bon, c'est un petit peu loin des sujets. N'empêche que l'outre-mer, on a pu le qualifier. Et cette année, on accueille des étudiants d'outre-mer qui sont passés pourtant par les mêmes voies que tout le monde. On a juste suivi notre chemin, les informer, les accompagner, expliciter les attendus. C'est un grand enjeu de l'égalité des chances. C'est-à-dire partout, l'univers est un peu codé parce que c'est bien connu, tout le monde sait que, non, tout le monde ne sait pas. Donc, il faut expliciter, mettre en mots tout ça. Voilà, je constate, on a accueilli des Réunionnais et des Guyanais. Et pourtant, la barre est haute, connaissant un peu la Guyane. Bon, voilà. Madame Zwan, vous avez une question ou une remarque à faire? Oui, bonjour, je suis désolée, je ne mets pas ma caméra, j'ai de gros problèmes de connexion, je suis arrivée même à l'heure, donc voilà, désolée, c'est pas très agréable pour tout le monde. Oui, Najat Zwan, Dretz Bretagne, je précise d'où je viens et d'où je vais intervenir. Donc je suis en charge notamment de l'insertion des jeunes qui va de la prévention du décrochage scolaire avec les collections d'éducation nationale jusqu'à l'ensemble des dispositifs d'insertion. Je suis aussi en charge de référente égalité, donc égalité femmes hommes, mais plus largement, prévention et lutte contre les discriminations. Et j'ai un tout nouveau dossier qui est l'insertion. Voilà. Par ailleurs, dans la sphère privée, et c'est important puisque ça me permet de constater, je suis en lien avec les parents d'élèves, je suis représentante des parents d'élèves en collège, lycée, et nous sommes en réseau pour observer aussi, ce qui me permet d'alimenter un peu au niveau professionnel, même si c'est un prisme réduit par échantillonnage. Donc, juste pour préciser qu'effectivement, nous avons tous un rôle, nous devons rentrer dans une approche systémique, nous avons tous un rôle. Et donc, je tenais à distinguer quand même ce qui relève de la sphère familiale et de l'élève, là où intervenir pour ouvrir son champ des possibles, et ce qui relève du système. Et je pense que l'intervention dans le système est beaucoup plus importante que la charge qu'on met sur l'élève pour ouvrir les portes, parce que si la porte n'est pas ouverte, il ne peut pas la casser. Donc, c'est un peu compliqué. Donc, juste commencer par distinguer ces deux points. Et si on reprend, je suis désolée pour les plus jeunes, si on reprend toutes les études qui ont eu trait sur l'orientation notamment, en 2000, il y a eu une étude sur l'orientation et comment, sans le savoir de manière évidemment inconsciente, toute l'orientation par le professeur, des conseillers d'orientation, tout ça, de manière inconsciente, parce qu'il n'y a pas une analyse de sensibilisation, représentation, ont généré des orientations par défaut. Donc déjà. Ensuite, ce qui n'évolue pas beaucoup, malheureusement, parce qu'il me semble qu'effectivement, il faut absolument sensibiliser les intervenants, que ce soit les enseignants, que ce soit les conseillers d'orientation, sur des points bien précis, sur l'analyse de leur pratique, et quand ils
orientent, quand ils agissent, ces orientations, ne pas tenir compte. Alors, je vais dire quelque chose, attention à prendre avec des pincettes. Au moment du choix de l'élève, l'analyse de ses compétences, uniquement à ce moment-là, je pense ne pas tenir compte de ce qu'il vit dans l'aspect. Par exemple, l'étude qui a eu lieu en 2000. Ça coupe beaucoup, Madame Zwan, et malheureusement, on n'a pas tout que les entendu. professionnels... Ah, pardon. Ah, désolée. Oui, je suis désolée. Je vais essayer de... Bon, non, mais juste pour préciser qu'effectivement, voilà, vous avez compris? Oui, absolument, voilà. absolument. Et, les enjeux de biais, notamment la projection que l'on fait sur certains milieux. Alors là, c'est notre quotidien quand on en travaille sur les coordonnées de la réussite que de se rendre compte de ces pièges-là. Je vous parlais tout à l'heure de la fresque, la diversité, typiquement, elle vise aussi à développer la conscience de tout un chacun autour des biais dont on est porteur et qui peuvent infléchir typiquement, comme vous dites, un préfléchage absolument non justifié au vu de critères qui sont indépendants finalement du potentiel et du projet de l'élève. Mais juste pour préciser quand même, si vous entendez encore, que effectivement des élèves ont fait remonter le fait que certains, arrivés en lycée, parce que le passage du collège en lycée est un lieu d'écrémage énorme, l'orientation par défaut pour certains élèves qui n'auraient pas le niveau pour suivre en lycée. Or, des élèves nous sont fait remonter que des élèves venant de milieux et de catégories, soit de QPV, soit de catégories socioprofessionnelles plus élevées, ont été orientés en lycée avec les mêmes notes que les élèves qui sont stigmatisés d'enfants de milieux populaires, qui ont été orientés vers des filières non choisies. Ce n'est pas qu'elles ne sont pas bonnes, on peut très bien choisir des filières optionnelles, etc. Ce prisme-là et ce biais-là, je pense, créent des parcours non choisis et ont des conséquences à la suite sur la confiance en soi, etc. Voilà. Donc, je tenais à dire à quel point notre approche doit être systémique et on doit tous se remettre en question de notre point de vue, à notre place comme biais, par nos regards, par la famille, les encadrements, l'orientation, etc. Et juste pour finir sur Parcoursup, autant Parcoursup permet de donner des informations, autant le retour des lycées professionnels et pour les élèves, parce que Parcoursup renforce les inégalités, parce que quand on ne comprend pas comment fonctionne Parcoursup, ça renforce les inégalités dans les choix. Voilà. D'où le fait qu'il faut accompagner la prise en compte de cet outil. C'est comme tout outil. Bien sûr que si on ne l'utilise pas bien, ou qu'on n'est pas outillé pour le faire, mais je suis d'accord avec vous. N'empêche que quand il est bien utilisé, il permet en tout cas de donner accès à tout le monde à l'ensemble des formations, ce qui n'était pas le cas avant, quand il fallait aller sur place avec son petit dossier pour négocier sa place, où les milieux favorisés étaient évidemment plus à même de le faire que d'autres. Mais je suis d'accord pour dire que tout ça ne s'improvise pas, d'où le fait de travailler aussi avec les enseignants, avec les familles sur l'utilisation de ces outils-là. Bien sûr. Merci, madame. Merci beaucoup, Madame Zwan. Merci, Chantal, pour votre intervention. On va devoir passer à la suite. Merci beaucoup. Alors, je crois que Marianne, tu as mis le lien vers le livre blanc, c'est ça, dans le chat. Et puis, on se remettra en lien peut-être, Chantal, pour qu'on puisse diffuser votre support et puis les différentes références que vous avez pu nous donner. Absolument. Je vais mettre mes coordonnées pour le moment peut-être dans le chat et notamment à la fois mon mail et celui du Centre Égalité des chances pour ceux qui souhaiteraient des informations complémentaires. Parfait. Si vous voulez bien. Merci beaucoup, c'était très riche et puis malheureusement trop court parce qu'on a toujours d'autres questions et d'autres points à aborder, mais c'était un bon éclairage déjà sur cette thématique. Merci beaucoup, Chantal. Merci pour votre attention et merci de m'avoir accueilli. Bonne continuation. Au revoir. Merci beaucoup. Je vais maintenant donner la parole à Laure Chitecat, qui est chargée de mission démocratisation à l'IEP de Rennes, pour avoir un zoom régional, territorial sur les questions qu'on vient d'évoquer de accès aux grandes écoles et de dispositifs qui peuvent être mis en place avec le territoire. Bien, bonjour à tous, merci pour cette invitation et je me nourris des éléments qui remontent aussi bien au niveau des questions que des propos de Chantal Dardelais, dans lesquels bien sûr
on retrouve beaucoup de nos problématiques. Alors, je vais peut-être partager également quelques slides de façon à illustrer. Il y a un problème avec le micro qu'il n'y avait pas tout à l'heure quand on a fait des tests. Ça grésille un peu. Alors, je vais m'éloigner. Est-ce que c'est mieux comme ça? Ah, on n'entend plus rien. C'est dommage. Et comme ça. Comme ça, c'est pas mal, oui. Alors, c'est vraiment dommage parce que là, on n'entend plus rien. Ou alors, c'est moi qui ai un souci. Non, c'est pas que moi, d'accord. Et c'est dommage parce que tout à l'heure, on s'entendait très bien. Non, on ne vous entend toujours pas. Un autre micro, peut-être? Alors justement, c'est mieux? On vous entend, mais ça grésille toujours. Mais sinon, c'est pas... Je n'arrive pas à... Là, on ne entend pas. On voit pas d'où vient le problème. Des écouteurs de téléphone pour remplacer le micro. Parce que je pense qu'il y a un problème avec le micro qui grésille ou saute. Je vais essayer de changer. Voilà. Est-ce que vous m'entendez mieux? Parfait. Bon, voilà, j'ai réussi. C'est un miracle, hein, ça relève du miracle parce que... Alors, j'ai cru comprendre que j'avais un gros 5 minutes de présentation. Donc, je pense que l'idée, c'est surtout d'illustrer ce que nous, on peut faire effectivement à l'échelle de Sciences Po Rennes dans le cadre de notre sphère d'action, qui dépasse un petit peu, bien sûr, la Bretagne. Alors, je vais essayer de partager mon écran de façon à vous présenter rapidement notre programme de démocratisation qui s'appelle donc le programme d'études intégrées. Le programme PEI, donc c'est un dispositif qui existe à l'échelle du réseau des IEP, des IEP de province, et qui donc est un dispositif d'égalité des chances, un programme de démocratisation qui existe depuis longtemps maintenant, puisqu'il existe depuis 2007, et qui a été donc labellisé Cordée de la réussite. Alors, notre première intention, c'était bien sûr d'ouvrir socialement le recrutement des IEP, qui étaient quand même effectivement des filières très sélectives, mais notamment très discriminantes socialement, puisqu'on avait quand même une surreprésentation des CSP+, dans le recrutement, qui pourtant se faisait via un concours écrit et anonyme, donc ce qui prouve bien qu'il y avait effectivement des présupposés qui se jouaient bien en amont du passage du concours. Et donc, on a essayé dans un premier temps de réfléchir à l'action qu'on pouvait avoir pour justement essayer d'ouvrir davantage le recrutement des IEP. Alors, dans cette réflexion, les IEP de province se sont un peu désolidarisés de la vision, de certaines visions, en tout cas de l'égalité des chances ou de ce qu'on appelle la discrimination positive, même si le terme est extrêmement galvaudé. Nous, notre idée, c'était vraiment d'accompagner les élèves pour les positionner sur une même ligne de départ. Le réseau des IEP de province n'a pas souhaité créer une filière d'accès spécifique pour les publics issus de la diversité. En revanche, on a opéré à une stratégie d'accompagnement en amont pour leur permettre de préparer le concours des IEP et notamment en ayant accès à une prépa
dématérialisée, hein, une prépa en ligne, entièrement gratuite. On les a également invités à passer un concours blanc à Sciences Po, puisqu'on sait que ça dédramatise aussi le passage du concours que d'être in situ et en situation. Et puis, bien sûr, on a mis en place une pratique du mentorat de façon à ce qu'il y ait également un accompagnement de type coaching de la part des étudiants qui étaient déjà rentrés à Sciences Po à l'égard donc de ces élèves qui sont recrutés sur des critères sociaux, bien sûr, et sur des critères également scolaires, puisque c'est une prépa qui est quand même exigeante. Et donc, il fallait quand même que les élèves fassent pas forcément la démonstration d'une excellence scolaire, mais d'une motivation simplement à suivre ce dispositif. Alors, la prépa donc, paye a très bien fonctionné, puisqu'on a eu d'excellents taux de réussite qui se vérifient hein, d'année en année. C'est vrai que le taux de réussite au concours des IEP, globalement, est à 10%. Pour les élèves qui ont suivi la prépa PEI, on est à 30% de réussite. Donc, on a là un critère objectif de plus-value qui nous a d'ailleurs amené à opérer une stratégie de remontée de filière, puisqu'on ne les a plus accompagnés que sur l'année de terminale, mais également sur l'année de première, parce qu'on s'est rendu compte que sur le plan des langues, les résultats à l'épreuve de langue étaient extrêmement discriminants et que voilà, on ne devient pas bon en langue en l'espace de quelques mois. Donc, on a remonté la prépa sur l'année de première et de terminale. Alors concrètement, pour l'IEP de Rennes, donc en fait chaque IEP de province a sa propre sphère d'influence régionale au sens large du terme. Donc l'IEP de Rennes a en charge bien sûr les lycéens bretons, normands, issus des Pays de la Loire, et également ultramarins, puisqu'on s'occupe des lycéens de La Réunion. Donc au total, c'est un dispositif qui encorde à peu près 800 élèves à l'heure où je vous parle, et quasiment 70 établissements aujourd'hui. Donc, on est confronté à des problématiques de nature industrielle, c'est-à-dire que le dispositif s'enrichit, je vais y revenir dans quelques instants. Or, nos ressources humaines, elles, ne sont pas complètement extensibles, notamment en termes d'étudiants tuteurs volontaires pour le mentorat. Donc, on se heurte aussi aux ambitions du chiffre et c'est aussi une problématique qui doit être soulevée dans le cadre de ces politiques de démocratisation. Alors voilà à peu près en visuel hein, de la prépa en ligne dont bénéficient les lycéens de première et de terminale. Donc ils vont chercher en accompagnement avec leurs professeurs référents. Donc c'est des séquences qu'ils travaillent dans le cadre de l'école ou en autonomie chez eux. Ça dépend de l'organisation de chaque établissement. Et donc ils ont une formation vraiment spécifique pour les accompagner dans la préparation au concours. On leur propose également un stage intensif, donc en février, de façon à ce qu'ils se coulent dans les habits d'un étudiant de Sciences Po. Ils suivent les cours, voilà, ils ont des cours de méthode. Alors, ces 2 dernières années, on a fait ça sous format webinaire. Là, on a bon espoir de pouvoir refonctionner normalement. C'est aussi des moments intéressants où les lycéens ont des contacts privilégiés avec les étudiants, les professeurs de Sciences Po. Ça permet vraiment de dédramatiser énormément les choses. Alors, l'implication des tuteurs, j'y reviens parce que c'est quelque chose qui, à mon sens, est un enjeu pour la pérennité des dispositifs de démocratisation. On est en train aujourd'hui de se questionner, en tout cas de réfléchir beaucoup à la valorisation de cet engagement étudiant. C'est-à-dire qu'évidemment, au regard des contraintes budgétaires qui sont les nôtres, hein, puisque les subventions pour nous aider dans ces programmes ne sont pas démesurées, et donc on peut difficilement envisager une rétribution financière pour ces tuteurs. Donc, pour l'instant, on leur proposait donc des crédits CTS.
On est en train de réfléchir à une valorisation en termes de compétences, c'est-à-dire que on souhaiterait eh bien, donner quelque chose qui est valeur d'attestation de compétences en matière d'encadrement des politiques de démocratisation, ce qui pour nos élèves, bien sûr, des IEP, peut être vraiment valorisable sur un CV. Donc, on est en train de réfléchir à cette valorisation de l'engagement étudiant parce qu'on constate quand même un certain essoufflement de par le nombre d'établissements qu'on encorde et qui repose, qui devient une charge assez lourde pour un IEP comme Rennes qui finalement a assez peu d'étudiants. Donc, on est confronté à cette problématique-là. Alors, le succès de ce dispositif nous a quand même amené à réfléchir à notre responsabilité sociétale. Et donc, on a développé un nouveau dispositif, le PAY Collège. Alors là, évidemment, l'idée, c'est absolument pas de préparer des collégiens de 4e ou de 3e au concours des IEP. L'idée, c'est vraiment de leur faire entendre la petite musique de l'ambition et surtout de dédramatiser les études supérieures en général et de dédramatiser eh bien, des parcours scolaires ambitieux ou eh bien, un choix d'orientation ambitieux. Donc, au collège, on est essentiellement sur un système de mentorat, hein, de tutorat, donc des étudiants qui vont à la rencontre de ces collégiens. On fait également sortir ces collégiens en dehors des murs du collège. On les amène à visiter des conseils départementaux. On leur demande de travailler sur un sujet donc, qui les occupe tout au long de l'année sur les transitions environnementales. Donc là, par exemple, cette année, ils vont travailler sur les transitions alimentaires et en accompagnement donc, par nos étudiants tuteurs. Et ils viennent soutenir leurs projets donc, à Sciences Po. Et donc ça, c'est un moment qui est extrêmement important parce qu'ils sont très fiers de rentrer à Sciences Po. Ils sont très fiers de passer devant un jury, très impressionnés, mais très fiers aussi de passer devant un jury d'enseignants de Sciences Po. Et puis surtout, moi, la remarque qui me fait penser qu'on a en partie, en tout cas, atteint notre objectif, c'est que très souvent, quand ils rencontrent les étudiants de Sciences Po, les collégiens viennent me voir en me disant mais en fait, ce sont des jeunes comme nous, ils sont en jean, en tenue bariolée, avec des baskets, alors qu'ils pensaient vraiment rencontrer des gens en costume cravate. Voilà. Donc, il y a cette espèce de dédramatisation qui, à mon sens, est déjà un élément important pour justement lutter contre ce phénomène d'autocensure qui les amènerait à penser que voilà, ils n'ont pas leur place au sein des IEP. Donc, il y a à mon sens ce rôle-là aussi qui est important en matière de dédramatisation. Alors, je vais focaliser sur deux nouveaux dispositifs qu'on a lancés. Donc, j'ai insisté sur la stratégie de remontée de filière, hein, qui me semble donc très importante parce que je pense qu'en matière de démocratisation, en matière de diversité, plus on agit tôt, plus on sera efficace. Et que donc, effectivement, il faut voir bien au-delà de la simple, à mon sens, hein, bien au-delà de la simple diversification du recrutement des IEP. Je pense que les instituts d'études politiques ont particulièrement un rôle important à jouer en matière de diversité et d'ouverture sociale. Et que donc, notre action, elle est parfaitement légitime au collège, y compris au collège, et dans le cadre notamment du mentorat. Et c'est extrêmement important. Et je pense que là, le sujet de la valorisation de l'engagement étudiant, il est essentiel pour pérenniser nos dispositifs, parce que c'est vraiment la courroie essentielle de ces programmes de démocratisation que le lien qui se crée entre le tuteur et ses tutorés. Alors, évidemment, et là, j'en arrive aux problématiques qui ont émergé en 2018, notamment avec la fameuse crise des Gilets jaunes, qui nous a interpellés également au sein des instituts d'études politiques et qui nous ont amenés à réfléchir à deux problématiques.
La première problématique, ça a été effectivement l'émergence sur le plan de la contestation de ces invisibles de la République, qui n'étaient pas simplement des gens issus des quartiers prioritaires de la ville, mais qui étaient aussi donc ces jeunes issus des milieux ruraux, isolés et qu'on a bien du mal à définir, mais qui en tout cas, à mon sens, subissent de façon assez générique une forme de discontinuité géographique qui les amène voilà, à être entravés dans leur choix, dans leurs déplacements et qui, quelque part, entravent leur chance dans une poursuite d'études ambitieuses. La deuxième chose, deuxième réflexion que ça nous a amené, c'est qu'on constatait assez clairement un divorce entre le monde professionnel et le monde dit, entre guillemets, technocratique, donc qui est quand même un peu celui des IEP. Et on s'est dit qu'il était extrêmement important de réconcilier ces deux mondes, ou en tout cas de leur donner l'occasion de se rencontrer. Et donc, c'est à cette occasion-là qu'on a lancé le dispositif Paye professionnelle. Alors, ce dispositif s'adresse donc, pour l'instant, il n'est déployé qu'en Bretagne, donc c'est pour ça que je focalise aussi sur ce dispositif. C'est un dispositif qui est destiné aux lycées professionnels et aux lycées agricoles. Et donc, l'idée, c'est la mutualisation des pôles d'excellence, c'est-à-dire que les lycéens pro viennent à Sciences Po, ils rentrent dans les murs de Sciences Po et ils reçoivent des cours donc, de prise de parole en public, de rédaction de CV, de lettres de motivation. Donc, ce sont des cours qui sont donnés par les étudiants de Sciences Po. Et inversement, puisqu'on constitue des binômes, il n'y a pas de notion de verticalité, c'est vraiment très horizontal. Et inversement, les étudiants de Sciences Po qui sont impliqués dans ce dispositif vont dans les lycées professionnels prendre des cours. Et donc, ils vont pour certains prendre des cours de boulangerie-pâtisserie, d'autres des cours de paysagisme, etc. Donc, il y a vraiment cette culture de l'échange de compétences, de la mutualisation des pôles d'excellence, et on les amène bien sûr à réfléchir sur cette réflexion et cet enjeu commun qui est celui des transitions environnementales. Et donc, ils ont à réaliser ensemble un chef-d'œuvre, c'est-à-dire qu'ils participent tous ensemble au Champ Libre, au festival Nos Futurs, donc les propositions de la jeunesse pour changer les choses à l'avenir. Voilà, donc l'année dernière, par exemple, ils ont proposé un buffet durable donc, au Champ Libre qui a eu énormément de succès. Donc, le buffet était durable aussi bien dans les contenus que les contenants. Donc, il y a eu beaucoup de fréquentation et donc les lycéens pro, les étudiants de Sciences Po étaient ensemble engagés donc, dans cette action au service des transitions environnementales. Donc ça, c'est un dispositif qui, à mon sens, répond tout à fait à l'impératif de diversité qu'évoquait Madame Dardelais il y a quelques instants. Je pense qu'effectivement, quand on parle de diversité, il faut prendre les choses par les deux bouts. C'est-à-dire qu'il n'y a pas simplement à aller chercher des collégiens ou des lycéens pour les amener à avoir une logique d'ambition. Il faut aussi faire en sorte que les mondes se rencontrent, se croisent, des mondes qui n'avaient pas forcément simplement l'occasion de se rencontrer. Et donc, les lycéens professionnels reçoivent une attestation de formation officielle délivrée par Sciences Po et nos étudiants de Sciences Po reçoivent un certificat de qualification professionnelle. L'objectif pour nous, c'est d'arriver au CAP. L'objectif qu'on s'est fixé, c'est vraiment de proposer aux étudiants qui le souhaitent un double diplôme, Sciences Po, CAP, de façon à revaloriser aussi, de contribuer aussi à la revalorisation du regard qu'on peut porter sur la voie professionnelle. Je pense qu'il serait une erreur de présenter les politiques d'ouverture sociale comme abandonner, comme le message abandonner les filières professionnelles que vous subissez, candidater aux grandes écoles. Je pense que c'est pas ça et je rejoins tout à fait Madame Dardelais. C'est pas une question d'ambition, c'est une question d'être dans une filière qu'on a choisie et dans laquelle on s'épanouit. Et je pense qu'effectivement, la voie professionnelle a vocation non seulement à être
très valorisée dans le contexte actuel, mais elle fait aussi l'objet vraiment d'un intérêt croissant chez les étudiants de Sciences Po. Donc cette diversité, c'est aussi la rencontre, et ça me semble aussi un pan important des politiques de démocratisation. Tout autant que la transformation actuelle globale de l'enseignement, hein, qui devient vraiment un enseignement hybride à tous les niveaux. Et le dernier venu, toujours dans un ancrage régional, c'est le pays santé publique qu'on mène en action simultanée avec le HESP et qui, là, est à destination des publics de filières technologiques, donc ST2S, STMG. L'objectif, c'est de faire découvrir le monde de la santé publique et puis déjà de commencer à nourrir la classe prépa talent, hein, bien sûr, de l'EHESP. Pareil, en réfléchissant donc sur ces questions de santé publique, aussi bien au niveau médical qu'environnemental, et en inscrivant la réflexion dans le champ régional, c'est-à-dire vraiment dans les problématiques bretonnes avec le HESP. Voilà. Donc, voilà globalement nos missions. Donc, vous voyez qu'on est bien au-delà, hein, de l'ouverture sociale des IEP en termes de recrutement. Je pense qu'on s'est vraiment saisi d'un enjeu qui est beaucoup plus générique, beaucoup plus global, et où on a toute notre part de responsabilité. Alors, les deux problématiques que je souhaitais soumettre à tout le monde et qui sont les nôtres aujourd'hui et pour lesquelles on n'a pas forcément de réponse, elles sont triples, je pense. La première problématique, c'est la problématique effectivement de la superposition des couches au niveau des acteurs qui nous financent. Ça, c'est une grande complexité à gérer pour les acteurs de la démocratisation, d'avoir des financements multiples qui sont à solliciter par des biais multiples et qui arrivent à des moments différents. Donc, c'est très difficile pour nous d'articuler ce qui relève du pédagogique et ce qui relève du comptable. Ça, c'est un défi qui parfois peut être désastreux, hein, parce que ça nous fait parfois manquer des opportunités parce qu'on est débordé par des problématiques de formulaires à remplir, de demandes de financement qui sont pas toujours très lisibles pour nous parce qu'on n'est pas expert, hein, de ces... Donc, je pense qu'on aurait besoin peut-être en matière d'acteurs de la démocratisation, on aurait peut-être besoin de formation justement émanant de la région, des départements, qui puissent nous expliquer comment on fait pour solliciter des subventions, quels sont les acteurs à solliciter. Je pense qu'on manque de lisibilité sur le plan des financements et de la superposition des acteurs. La deuxième chose, le deuxième défi pour nous, et je rebondis aussi sur ce qui était évoqué dans les questions, c'est que bien sûr, on accompagne les élèves, c'est notre cœur de métier, hein, on accompagne les lycéens, les collégiens, les étudiants, mais on a aussi besoin d'un accompagnement de la structure familiale de l'enfant. Parce qu'on a été confronté à un certain nombre de déconvenus, c'est-à-dire par exemple, j'ai notamment en tête le cas d'une élève issue des QPV qu'on a accompagnée depuis la 3e, qui venait d'un milieu qui cochait toutes les cases en matière de diversité. Et donc, on a accompagné cette jeune fille de la 3e jusqu'à la terminale. Elle a réussi le concours des IEP, donc elle était prise à Sciences Po. Et finalement, elle n'a pas pu faire sa rentrée à Sciences Po parce qu'elle a été prise, donc c'est une élève issue de Rennes, hein. Elle a été prise à Sciences Po Toulouse. Son père n'a pas voulu qu'elle y aille parce qu'elle aurait échappé au contrôle familial. Voilà. Donc, tout ça pour ça. Voilà. Parce que probablement, la famille n'a pas été accompagnée sur le même chemin que l'enfant qu'on a accompagné. Et ça, c'est désastreux. Donc, c'est un échec terrible pour nous. Donc, je pense que, alors on ne sait pas comment, mais je pense qu'il faut emmener l'ensemble de la cellule familiale dans ce chemin de l'ambition. Et puis enfin, et je terminerai là-dessus, le dernier
gros enjeu qui est le nôtre dans les mois à venir, c'est d'essayer d'élaborer un outil qui nous permettent de mesurer notre plus-value en matière de diversité. C'est-à-dire que, à part le critère de taux de réussite des élèves qui ont suivi nos dispositifs dans le cadre du concours de Sciences Po, on n'a pas d'autres indicateurs pour mesurer ce qu'on a pu apporter à ces enfants. Or, bien entendu, la majorité d'entre eux ne passeront même pas le concours de Sciences Po. Ce n'est pas notre objectif premier. Et on a du mal à se construire un indicateur qui nous permette de mesurer l'impact de nos actions en matière de mieux-être, en matière d'ambition, en matière d'épanouissement de l'élève. Or, et c'est normal, nos financeurs nous demandent des bilans d'action. Et on a beaucoup de mal à faire un retour objectif sur notre action, faute justement d'idées sur ces indicateurs. Voilà. Donc j'ai été un petit peu longue, mais je pense que je voulais vraiment inscrire cette question de l'ouverture sociale des grandes écoles dans des dispositifs qui sont aujourd'hui beaucoup plus larges et qui relèvent non plus seulement de la diversité, mais de la RSE, hein, finalement, des grandes écoles et de l'enseignement supérieur en général. Voilà, je vous remercie de votre attention et puis bien sûr, je suis à l'écoute de vos questions et suggestions, bien entendu. Merci. Je guette, on n'a pas de questions dans le chat. Alors, j'essaye de voir s'il y a une petite main qui se lève parmi tous ces écrans noirs. Ce que je vous... Ah oui, Madame Zouane. Oui. Vous m'entendez? C'est juste pour apporter quelques peut-être propositions. Alors, merci beaucoup pour cette intervention, enfin, tout comme la précédente, hein, qui était très intéressante. Dites-moi si ça coupe parce que je ne me rends pas compte. J'ai des problèmes de connexion. Juste pour préciser, effectivement, sur les modalités, les outils d'évaluation. Nous, on accompagne plusieurs porteurs de projets en consortium avec l'obligation d'avoir des modalités d'évaluation. Et à côté, on a vu plusieurs porteurs de projets se retourner vers des étudiants qui ont participé à l'évaluation, qui ont proposé voilà, à accompagner et à être après des modalités d'évaluation avec des indicateurs et des indicateurs d'effet. Voilà, et avec des sous-indicateurs, c'est-à-dire des objectifs de moyens et des objectifs de résultats. Je ne suis pas sûre en intervention si on m'entend. Oui, voilà. J'ai bien entendu. Donc, oui. Effectivement, c'est donc solliciter les étudiants pour réfléchir à ces questions. Alors, oui, en tout cas, par exemple, je vous donne des exemples. Les missions locales ont fait appel à des étudiants qui étaient sur le management de projet ou autre, ou sur des techniques d'évaluation. Et alors, vous avez parlé de l'EHESP. Il y a une structure qui a soit sollicité le collège coopératif, soit l'EHESP. Voilà, des étudiants pour travailler sur des modalités d'évaluation. Et juste pour revenir sur le cas, le point numéro 2 que vous avez évoqué, alors très souvent, c'est la peur des parents et c'est les contraintes familiales, les contraintes matérielles, familiales et la peur des parents, pas seulement pour ne pas... Je ne connais pas le cas particulier. Et c'est aussi la difficulté, la crainte de savoir ce qui va se passer loin des familles. Effectivement, accompagnement, alors je dirais interculturel à mettre en place, mais ça c'est sur tous les volets. Hein. Voilà, il y aura un accompagnement interculturel, ça se fait dans la médiation culturelle, par exemple dans l'accès à la culture. Je pense qu'il y a une qualité à réfléchir sur l'interculturel et comment, dans ces projets-là de diversité, intégrer les visions interculturelles pour accompagner les familles. Voilà. Tout à fait, tout à fait. Merci beaucoup. Ce que je vous propose, c'est qu'on passe à la vision côté étudiant, avec du Finistère aux grandes écoles et l'intervention de Victor Queiroz et Marianne Huguin. Et puis après, on pourra repartir vers une discussion un peu plus générale. Bien, alors, je vais partager mon écran.
Est-ce que vous voyez bien? C'est bon, c'est visible? C'est bon. Parfait. Donc, merci beaucoup pour l'invitation. On est ravis de pouvoir intervenir avec Victor pour vous présenter notre jeune initiative, donc l'association du Finistère aux grandes écoles. Peut-être commencer par se présenter. Pour ma part, je m'appelle Marianne Huguin, j'ai 23 ans et je suis originaire de Brest. Et aujourd'hui en Master 2 à Sciences Po Paris, où je prépare aussi les concours administratifs. Victor, si tu veux te présenter. Oui, bonjour à tous. Alors donc moi, Victor, je viens aussi de Brest et j'ai 23 ans. Je fais un master à HEC et à l'ENSAE. Et voilà, je vais devoir vous laisser à 30. Par contre, je suis vraiment désolé. J'ai une réunion dans le cadre d'un stage, mais voilà, je suis très content d'être avec vous et j'espère qu'avec Marianne, on pourra un peu vous présenter notre initiative et surtout susciter de l'enthousiasme auprès de tous les intervenants et de l'audience. Alors, donc, pour vous présenter le contexte général de notre association, donc, ça rejoint en fait tous les points qu'on a abordés depuis le début du webinaire. Alors, voilà, donc c'est l'idée que les jeunes éloignés des grands pôles où se situent les grandes écoles vont être moins incités à candidater par 3 facteurs donc, sur lesquels on est revenu, l'autocensure, également le manque d'information et évidemment les difficultés financières. Donc, on va essayer de lutter contre ces 3 facteurs dans nos actions. Pour ce qui est de la censure, donc, comme on l'a dit, ça vient des élèves eux-mêmes qui se sentent peut-être déjà éloignés géographiquement des grandes écoles, et donc ça va rajouter une difficulté supplémentaire pour se projeter dans ce type de cursus. Et également une forme peut-être de censure qui viendrait aussi du personnel enseignant, qui est parfois pas informé des évolutions qu'ont connues les grandes écoles depuis 15 ans, et sur lesquelles on est revenu justement pour ce qui s'agit de l'ESSEC et de Sciences Po Rennes, puisqu'aujourd'hui, en fait, les grandes écoles recherchent une diversité de cursus, et donc il y a toute place pour des profils variés. Donc, quelques chiffres également. Il est donc 3 fois plus facile pour un élève bachelier d'Île-de-France d'accéder à une grande école. Et aujourd'hui, les bacheliers franciliens vont représenter près de la moitié des étudiants dans les grandes écoles, c'est-à-dire Sciences Po Paris, HEC, l'ENSAE, Polytechnique, également l'ENS Ulm. Victor, si tu veux revenir un peu sur notre démarche. Donc, l'association des territoires aux grandes écoles, c'est une initiative nationale. Donc, le but, c'est vraiment de regrouper 52 associations locales pour avoir de l'impact à des échelles très réduites. On peut le voir que nous, en Bretagne, dans le Finistère, on a lancé l'initiative en 2021, à l'été 2021, donc ça fait un peu plus d'1 an. La première initiative bretonne. Voilà, on serait très heureux de pouvoir collaborer avec d'autres initiatives bretonnes s'il en venait si certains étudiants venaient en lancer dans les Côtes d'Armor, Morbihan ou Ille-et-Vilaine. Donc l'objectif vraiment, c'est de fédérer des communautés d'étudiants de cursus sélectifs pour apporter de l'information aux lycéens et donc proposer un soutien individualisé dans les choix d'orientation. Voilà. Donc, pour revenir un peu sur nos actions, il va y avoir 3 grands types d'actions que je vais présenter. Premièrement, les interventions en lycée. Donc, on se rend dans les lycées avec les membres disponibles pour présenter nos parcours et répondre aux questions des lycéens. On est également présent sur les réseaux sociaux et sur site internet. Et dernièrement, on propose aussi une forme de mentorat, même si ce n'est pas encore très développé. En tout cas, on est ravis d'échanger par téléphone avec les lycéens qui se posent des questions sur leur orientation, dans des rendez-vous donc plus individuels. Donc, notre priorité, c'est les interventions en lycée. Donc, on vous a mis quelques photos ici pour illustrer la chose. Donc, l'idée, c'est d'aller dans les classes et de présenter nos cursus. Donc, ça dépend des membres qui sont disponibles. Là, par exemple, c'était la même journée qu'on a fait ces 2 interventions. On a pu présenter donc, le cursus Sciences Po, également ingénieur et commerce avec Victor. Donc, on fait en général des interventions. On est sur un format, donc c'est adapté, mais c'est souvent 2 heures. En fait, la première heure, ça va être une présentation plus magistrale où on peut revenir sur nos cursus, montrer un petit peu ce qu'on fait dans les grandes écoles et les débouchés possibles. Et ensuite, on essaie de garder quand même un grand temps d'échange qui a tout l'intérêt de notre venue, de rendre la chose un peu dynamique et de pouvoir répondre à toutes les questions des lycéens. Donc, dans ces interventions, le but, ça va être de lever l'autocensure. C'est le pourquoi pas moi qu'on a évoqué déjà dans le webinaire, et aussi de diffuser l'information, parce qu'en fait, l'accès à une grande école, c'est aussi beaucoup lié à une question de méthodologie, puisque les attentes de sélection changent peu d'une année à l'autre, et on a beau être un excellent élève ou être très motivé, si on ne comprend pas exactement qu'est-ce qu'on attend de nous dans ces processus qui sont souvent très normés,
on peut passer à côté d'une entrée. Donc, nous, on essaye vraiment de lutter contre ça en venant donner tout ce qui relève de l'informel dans les processus de sélection. Également, donc, voilà, on vous a mis en exemple des diapositives qu'on peut projeter lors de nos interventions. Donc, on essaie de faire synthétique en montrant un petit peu de quoi il s'agit quand on parle, par exemple, de Sciences Po ou d'une école d'ingé, de montrer la diversité des écoles qui existent. Par exemple, remettre un petit peu une carte avec les différents IEP et Sciences Po en France, les différentes écoles d'ingé ou de commerce, et aussi de montrer un peu les pour et les contre pour essayer d'adapter aux différents profils de notre audience. Un point essentiel qui est notre présence sur les réseaux sociaux, parce qu'en fait, on essaie de s'adapter aux plateformes sur lesquelles sont les lycéens. Donc aujourd'hui, il y a très peu de lycéens qui sont encore sur Facebook, donc on est sur Instagram et peut-être qu'il faudrait qu'on réfléchisse à se mettre sur TikTok, mais ce n'est pas encore d'actualité. Voilà, donc via Instagram, on va faire différents types de contenus. Il y a par exemple le portrait de membre, donc vous avez un exemple ici. Le but, c'est vraiment de créer un processus d'identification. Par exemple, un lycéen ou une lycéenne qui verrait le post pourrait se dire « Ah tiens, cette personne vient de la même ville que moi, vient du même lycée, elle a aussi douté et voilà où elle en est maintenant. » Donc, c'est ce qu'on essaye de faire. Et donc, pour être synthétique, on va aussi faire du contenu plus utile. Par exemple, vous pouvez voir sur notre Instagram, on avait relayé les différentes dates des journées portes ouvertes pour donc informer les lycéens qui parfois découvrent un petit peu trop tard et ne peuvent pas organiser une visite dans une ville pour une journée porte ouverte. Et on fait aussi des présentations de filières. Également donc, le site internet pour nous contacter ou l'adresse mail. Et on est ravis, comme je vous le disais, d'échanger par téléphone avec les élèves ou en présentiel. Mais pour l'instant, c'est vrai qu'on est majoritairement à Paris. Ça va être un de nos chantiers de progression. Donc, c'est plus compliqué d'avoir des rendez-vous individuels en présentiel. Voilà, Victor, je te laisse poursuivre si tu es encore là. Oui, alors, il y a quelques messages du coup qui sont hyper importants lors de toutes nos interventions. C'est d'abord que voilà, le but c'est de lutter contre les freins et identifier quels sont les leviers bloquants dans les choix d'orientation. Donc là, par exemple, on le voit dans les ressources utiles qu'on met à disposition sur Internet. On peut faire par exemple un guide du logement. Donc voilà, c'est comment choisir son logement supérieur quand on veut changer de ville. C'est des guides qui sont aussi bien à destination des élèves de lycée, mais aussi par exemple de leurs parents. Enfin voilà, c'est vraiment de la ressource utile. Il y a aussi un guide sur les aides financières qui a été fait, puisqu'il y a parfois du non-recours dans le supérieur. Et donc voilà, au-delà même de l'accompagnement sur les ambitions des élèves de terminale sur ce qu'ils veulent faire, il y a aussi toutes ces aides très utiles et pratiques. Donc il y a aussi vraiment quelque chose qu'on met en avant aussi, c'est le fait que les choix sur Parcoursup ne déterminent pas forcément une carrière et qu'il y a énormément de passerelles qui sont possibles. On a des membres qui ont commencé par une filière et qui sont ensuite allés vers autre chose, vers une prépa, par exemple BCPST, puis ensuite ont rebasculé vers Sciences Po. Donc voilà, c'est beaucoup finalement de messages qu'on véhicule, aussi bien par exemple sur le fait que sur les classes prépa, eh bien, il n'y a pas une classe prépa qui convient à tous les élèves et que finalement ça peut être lié à un contexte familial ou même à la personnalité de chacun. Donc on essaye d'avoir vraiment une approche personnalisée, de sensibiliser, mais aussi de répondre aux questions individuelles et ça peut se faire via les entretiens téléphoniques qu'on a pu faire. Je vais vous laisser, Marianne, je te laisse terminer la présentation, mais en tout cas, c'était un plaisir. Merci beaucoup, Victor. Donc, je vais terminer donc, sur notre dernière partie, qui revient en fait sur notre bilan après presque un an d'activité et nos projets futurs. Donc, pour l'année scolaire 2021-2022, on a fait en tout 6 interventions en lycée, dont certaines dans le Morbihan, parce qu'on a un membre qui est issu du Morbihan et donc qui est intervenu à Hennebont. Au total, donc, on a parlé devant 250 lycéens et lycéennes. Et on a conventionné des partenariats avec 3 lycées, donc ça va supposer le fait que ce soit plus facile plus tard de revenir. Et également, ces lycées sont plus à même d'orienter leurs étudiants, enfin leurs élèves vers nos membres. Et aujourd'hui, donc, on est au total 25 membres dans l'association avec une grande diversité de cursus, ce qui fait qu'on peut en fait rediriger un lycéen qui se pose une question vers un étudiant de n'importe quel cursus, parce que soit le membre est déjà présent dans notre association, ou ensuite par nos réseaux étudiants, on sait un petit peu comment contacter un étudiant qui ne serait pas finistérien, mais qui serait quand même dans un cursus dont le lycéen s'intéresse. Et donc, ça permet de mettre en relation et de permettre aux lycéens de poser toutes ces questions. Donc, quels sont déjà, notre constat, c'est qu'il y a eu quand même dans nos interventions, on remarque qu'il y a une méconnaissance du contenu des études dans les grandes écoles. Parfois, les étudiants, les élèves, ont en tête le nom de l'école, mais ne savent pas forcément ce qu'on y fait.
Et donc, il y a déjà une première méconnaissance et également une méconnaissance des solutions qui existent, parce que c'est vrai qu'il y a de nombreuses barrières pour accéder aux grandes écoles, mais il y a aussi des solutions. Pour prendre mon exemple personnel, je sais que très peu de lycéens dans les établissements où on est intervenu savent que Sciences Po Paris est gratuit pour les boursiers. C'est-à-dire qu'il y a plus d'un tiers des étudiants à Sciences Po Paris qui ne payent aucun frais de scolarité pendant 5 ans. Ça peut vraiment lever les freins. Et également, il y a oui, voilà, il y a des méconnaissances, donc des aides financières qui peuvent exister et des opportunités aussi liées aux grandes écoles, parce que parfois les lycéens vont juste se dire que c'est quelque chose de difficile et que ça va être 5 années de souffrance, alors qu'en réalité, je pense que c'est même, comment dire, dans le sens où l'université va aussi être sélective dû au nombre d'élèves qui ne passent pas, par exemple, la première année, alors que dans les grandes écoles, on passe plus facilement les années. Et toutes les opportunités très sympathiques qui sont ouvertes à nous avec les études à l'étranger, des facilités pour les stages, etc. Donc, on essaye aussi de leur présenter tout l'aspect plus sympa qu'il y a derrière les grandes écoles. Donc, quelles sont nos ambitions pour demain? On aimerait multiplier les interventions dans les lycées, notamment en milieu rural, parce que pour l'instant, on est surtout intervenu via nos réseaux personnels de nos anciens lycées. Et comme on est beaucoup issus de Brest, ça a été essentiellement des lycées brestois. On va essayer d'intervenir davantage en milieu rural où on pense qu'il y a d'autant plus besoin d'avoir des étudiants qui se déplacent. On a notamment une intervention qui va être prévue dans un lycée de Landivisio en novembre, donc ça va être un bon moyen de déclencher cette marge de progression. Également, on souhaiterait nouer des partenariats financiers pour défrayer les transports de nos membres, parce que voilà, on est beaucoup en études, en tout cas à Paris, en tout cas très peu dans le Finistère. Et pour l'instant, on est tous bénévoles et c'est à nos frais quand on se déplace. Et donc, on imagine qu'en ayant des partenariats financiers, on pourra intervenir davantage dans les lycées en défrayant les transports de train. Donc, on essaye, oui, voilà, à terme aussi dans les lycées, on aimerait, comme d'autres associations de d'autres départements de la même fédération le font, lancer un système de bourse. Mais voilà, c'est un peu ambitieux, donc ce sera à l'horizon de l'année prochaine, je pense. Et on souhaiterait également recruter davantage de membres dans les écoles bretonnes. C'est aussi pour ça que c'est intéressant pour nous d'intervenir aujourd'hui, parce que ça créerait encore plus de liens de proximité et c'est aussi des membres qui seraient peut-être davantage à même d'intervenir régulièrement dans les lycées. Voilà, donc c'est pour la présentation et je serais ravie de répondre à vos questions si vous en avez. Merci. Le réseau des territoires aux grandes écoles, il est né comment en fait? Alors, c'est né en 2013. C'était en fait une initiative qui venait du Pays Basque avec 3 amis qui ont créé du Pays Basque aux grandes écoles pour rapporter de l'information dans le département sur l'accès au cursus sélectif. Et ensuite, la fédération a vu le jour et depuis, il y a chaque année des initiatives départementales qui fleurissent. Donc, c'est présent dans 52 départements de métropole et d'outre-mer. Et donc, on est la première initiative bretonne à s'être lancée l'an dernier. D'accord, merci. Parmi les participants et parmi les autres et les intervenantes, est-ce que vous avez envie de questionner Madame Clayette a levé la main pour la ville de d'accord, Brest. merci. Oui, merci. Bonjour, donc Sidonie Clayette, donc ville de Brest, Brest Métropole, du coup. Votre intervention est tout à fait intéressante. Ça fait écho sur un côté très pragmatique en fait des présentations précédentes qu'on a eues. Effectivement, les outils proposés aussi bien par l'ESSEC que par Sciences Po Rennes sont dans une promotion de leur école individuelle en fait, puisque l'idée c'est d'intégrer le cursus de leur école propre et l'offre que vous proposez du coup au niveau de votre association permet du coup d'avoir une vision du champ des possibles un peu plus large pour les étudiants. Alors c'est pas, bien entendu, c'est pas du tout la même modalité d'intervention parce que vous êtes plutôt vous sur une intervention sur l'orientation et sur l'ouverture du champ des possibles. Pour autant, ça c'est extrêmement intéressant, mais je souhaitais également questionner du coup peut-être les autres participants. Je sais que nous, en tant que collectivité, on est très régulièrement sollicités par de nombreuses associations nationales pour offrir justement cette possibilité de mentorat, de tutorat, de suivi, de présentation des différents cursus possibles. Et il n'est pas toujours évident d'avoir en termes de lisibilité le véritable lien que chacune de ces associations puisse avoir avec les grandes écoles duquel elles se revendiquent. Voilà, donc la question donc, était plutôt un peu voir si d'autres, si certains des participants ont déjà testé un partenariat avec certaines associations qui proposent
un peu cette possibilité d'identifier les champs des possibles post-bac. Et d'autre part, je serais tout à fait intéressée, Madame Huguin, pour qu'on puisse échanger sur votre action plus précise sur le territoire métropolitain, enfin Brest Métropole, et voir comment est-ce qu'on pourrait avoir une présentation au sein des services de votre action. Volontiers, je vais mettre mon contact dans le chat. Du coup, les non-réponses me font dire qu'il n'y a pas forcément eu de démarchage en fait, d'autres collectivités ou même au niveau de Réseauville, peut-être avez-vous connaissance d'autres acteurs en fait, qui interviennent sur ces mêmes champs d'action de mentorat, tutorat et des retours qu'auraient pu vous faire des partenaires? Sur mentorat, tutorat, il y a une mise en avant en ce moment d'un certain nombre d'acteurs dans le cadre de la démarche nationale, hein, un jeune, un mentor. Après, en lien spécifiquement avec les grandes écoles, non, pas spécialement. Enfin, moi, justement, on espérait aussi, par ce webinaire, faire remonter des connaissances d'initiative. Après, alors nous, on n'a pas eu de demande spécifique de nos territoires à ce sujet-là. Après, je ne sais pas si vous connaissez le réseau Mentorat France, qui regroupe justement plusieurs grandes associations de mentorat, qui sont pour la plupart déployées sur tout le territoire national, alors avec des spécificités territoriales, mais voilà, et en effet, comme le disait Marianne, et ça sera un peu le dernier point de notre webinaire de ce matin, c'est vraiment, et ça peut être riche si les participants de ce webinaire peuvent nous donner leurs besoins sur cette question et cette thématique du mentorat, de l'accès aux grandes écoles, etc., pour que, entre vous, vous puissiez aussi interagir et puis vous épauler, vous soutenir et puis échanger sur ce point-là. Madame Revaux, vous venez de lever la main, on vous laisse la parole. Bonjour, alors excusez-moi, c'est pareil, j'ai pas une très bonne connexion, donc je n'aurai pas ma vidéo. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Si, très bien. Donc, je suis Christelle Revaux et je suis du coup chef de projet mentorat by Léo pour la Fédération Léo Lagrange. Et du coup, on appartient au collectif Mentorat qui regroupe 70 associations sur le national. Je pense que c'est le collectif dont vous parliez à l'instant. Merci déjà pour tous ces témoignages parce que c'était très, très intéressant. En ce qui concerne nous, l'association, la Fédération Léo Lagrange et le mentorat, effectivement, au regard de tout ce que j'ai pu entendre ce matin, je pense qu'on pourrait réussir à faire des liens et monter peut-être des projets communs entre certaines grandes écoles, certaines associations. Madame Huguen, par exemple, on pourrait peut-être se rencontrer ou se rappeler plus tard pour voir dans quelle mesure voilà, les publics qu'on peut accueillir ou qu'on rencontre sur nos structures et qui font des demandes de mentorat, ont des demandes parfois très spécifiques en termes d'études, d'accès aux études et aux grandes écoles. Et pour le coup, je pense que ça pourrait être intéressant de développer un certain nombre de partenariats avec des associations comme celles qui ont pu témoigner aujourd'hui. Et concrètement, vous, au sein de Léo Lagrange, vous avez quel type de programme de mentorat? Alors nous, on est sur du mentorat 13-30 ans. Et on intervient sur différents projets de jeunes. Ça peut aller donc de tout ce qui va être orientation, réorientation, définition d'un projet, à des projets plus socioculturels, artistiques, sportifs à l'international. On prend vraiment le jeune dans son intégralité, un peu à 365 degrés, et le mentor va travailler avec lui différents aspects, et après forcément inviter le jeune à rencontrer les professionnels qui pourront l'aider de la meilleure façon, puisque le mentor n'est pas un professionnel. C'est 6 mois.
Et puis, minimum 4 heures par mois. Après, le binôme, en fait, s'organise un peu comme il souhaite. Et aujourd'hui, en Bretagne, c'est développé plutôt via quelle structure locale Alors, tous nos sites Léo Lagrange, en fait, font normalement la promotion. Après, on a commencé le mentorat il n'y a pas très, très longtemps, puisque Mentorat by Léo a vraiment vu le jour en mai dernier. Donc, on se lance et puis je vais recruter là, une petite équipe qui va s'occuper spécifiquement des Pays de la Loire et de la Bretagne. Je vais avoir deux collègues qui seront basés sur Nantes. Et donc, voilà, on démarre. Mais voilà, le sujet d'aujourd'hui nous paraissait essentiel puisque pour le moment, par rapport au profil des jeunes qu'on peut rencontrer, c'est beaucoup de post-bac ou de jeunes qui vont sortir de terminale. Voilà, on a moins de collégiens. Et les accompagnements se font soit en présentiel, soit en distanciel, soit mixte, en fonction du jeune. D'accord. Sur le mentorat, on a des pratiques et des acteurs du mentorat qui sont bien implantés dans les quartiers politiques de la ville en Bretagne, avec des acteurs locaux comme Proxité à Rennes, avec la FEV. Je vais évidemment en oublier les 3/4. Et puis, une structure plus récente au niveau national qui est Chemin d'avenir, qui se concentre sur les acteurs ruraux, a commencé à avoir un partenariat avec le rectorat d'académie en Bretagne. Donc avec une intervention sur un certain nombre de collèges ruraux en Bretagne. Mais on voit bien qu'il y a des initiatives, des choses qui se relancent parce que France Mentorat, Un jeune, une solution et Un jeune, un mentor, ont relancé les dynamiques de mentorat et ont facilité la fédération des acteurs qui le pratiquent. Mais justement, l'idée de ce webinaire, c'était aussi de partager ensemble les connaissances qu'on avait de la réalité du mentorat en Bretagne. Ça appelle des questions, des échanges. On a un peu dépassé notre timing, j'en suis désolée, mais je n'ai pas eu le cœur à couper les différentes interventions qui m'ont nourri. Je comprends, Marianne. Est-ce que des remarques, des propositions, des besoins particuliers de la part de tous ces écrans noirs qui font partie de notre audience ce matin, peut-être sur le chat, si la connexion est mauvaise ou si la prise de parole est plus compliquée? Merci beaucoup, en tout cas, Marianne, pour cette présentation très claire, très limpide et qui donne envie, en effet, que votre projet associatif se développe, en effet, sur tous ces départements bretons. Merci à vous pour l'invitation. On était ravis de pouvoir participer aux côtés de tous ces acteurs. Merci. Alors, on a une question dans le chat de Madame Jiquel. Comment faites-vous connaître des lycées bretons? Alors, donc, on a essayé de joindre l'essentiel des lycées finistériens par les adresses de contact qui sont normalisées, mais on a eu assez peu de réponses. Ce qui a bien fonctionné, c'était donc nos réseaux personnels, donc de passer par les anciens élèves issus des lycées qui avaient un contact, soit un professeur, soit un proviseur. Et sinon, ce qui marche bien pour nous, c'est aussi de contacter via les adresses mail Académie de Rennes. On remarque qu'il y a plus de réponses que quand on passe par les adresses qui figurent sur les sites des lycées. Donc voilà, l'an dernier, on a eu assez peu de réponses. Je pense qu'on n'avait également pas relancé, on n'avait pas encore de plaquettes pour montrer un petit peu nos actions. Désormais, c'est mieux et le plus compliqué pour nous, c'est plus de trouver des membres qui sont disponibles pour aller dans les lycées et de dégager en fait une journée pour les interventions. Mais il y en a déjà qui sont prévues, donc c'est réjouissant.
Merci, Marianne. On s'arrête là, alors, peut-être. Violaine, tu voulais rajouter quelque chose en conclusion par rapport à ce chantier 12? Remercier tous les intervenants et je partage vraiment la très grande qualité et tout l'intérêt de ce qui a pu être dit ce matin et toutes les pistes aussi que ça ouvre pour les suites du chantier, ne serait-ce qu'en termes de perspective et du besoin de panorama, que ce soit des initiatives existantes ou des modalités de financement, dispositifs. Voilà, moi, ça m'a en tout cas vraiment fait prendre conscience qu'on avait besoin d'avoir une photographie peut-être beaucoup plus fine que ce qu'on a actuellement et de l'intérêt de pouvoir partager cette photographie dans les mois qui viennent. Donc, à suivre. On fera un petit retour écrit avec le lien vers la vidéo. On va diffuser la vidéo sur nos réseaux propres avec Réseau Rural. Et puis, j'en oublie un, Violaine. Le plan de mobilisation Voilà, plan de pour les mobilisation. jeunesses. Voilà, exactement. Et celui de Réseau Ville. Merci à toutes et à tous. En effet, il y aura une suite. On va voir comment est-ce qu'on la construit et à quelle fréquence, sous quel format. Merci à tous les intervenantes et intervenants pour leur intervention de qualité. Enfin, voilà, en effet, c'était très riche, très instructif et très complémentaire, je trouve. Voilà, et puis à très bientôt. Merci. Au revoir. Merci. Bonne journée. Au revoir. À bientôt. Au revoir.